Bonjour, donc dernière vidéo pour clore le cours de propriété industrielle, dernière vidéo puisque je vais parler de la partie 3 et de la partie 4 dans cette même vidéo. Partie 3 sur les contrats de la propriété industrielle et partie 4 sur actions, preuves et sanctions de la contrefaçon. Donc rapidement sur ces différents éléments, donc d'abord sur la partie 3, les contrats de la propriété industrielle. Vous verrez, donc c'est essentiellement sur les contrats d'exploitation, hein, il y a une multitude de contrats qui peuvent être en jeu en matière de propriété industrielle, évidemment. Là, l'idée était de s'arrêter sur les contrats d'exploitation et donc sur les deux principales formes de contrats que sont la cession et la licence. Tout d'abord dans le titre 1 sur les règles un peu générales qui vont s'appliquer, donc peu importe le type de contrat. Sur la nécessité d'un écrit par exemple, sur les garanties titulaires des droits, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent, c'est dès lors qu'on a un titulaire de droit qui va céder sa marque, son brevet, ou alors qui va le donner en exploitation à quelqu'un d'autre, et bien il va garantir à la fois la validité du titre, et également va le garantir contre une action éventuelle d'un tiers. Si on a un tiers qui agit en contrefaçon, ou alors s'il y a un tiers qui est un contrefacteur, ça peut être la responsabilité du titulaire de droit d'agir et donc de protéger la personne à qui il a cédé le droit de propriété industrielle ou son licencié. Donc ça, ce sont des obligations qu'on retrouve assez souvent qu'on retrouve toujours dans ce type de contrat, mais en réalité, ces garanties sont les mêmes qu'on retrouve dans n'importe quelle vente ou dans n'importe quel bail, par exemple. Une des spécificités, par contre, de ces contrats de propriété industrielle, c'est la publication dont ils doivent faire l'objet. En effet, donc, dès lors qu'on a un titre de propriété industrielle, il est publié au bulletin officiel. On doit également faire publier, enregistrer et faire publier si on cède un droit de propriété industrielle ou dès lors qu'il y a une licence exclusive, par exemple. Il faut le faire enregistrer. En fait, si on ne le fait pas enregistrer, eh bien, ça prive de droit le cessionnaire ou le licencié. Il ne pourra pas agir on considère qu'il n'y a pas eu d'opposabilité de cette cession ou de cette licence au tiers. Donc c'est une obligation qui est importante, celle de la publication. Et enfin, dans les règles générales, sur le paragraphe sur la contrefaçon du co-contractant, il est important simplement pour prendre conscience qu'un contrefacteur, c'est pas forcément un tiers quelconque qui est sans lien avec le titulaire des droits. Souvent, malheureusement, le contrefacteur, c'est un co-contractant, donc c'est un licencié qui ne va pas respecter les limites de sa licence, par exemple, ou ça va être un sous-traitant qui est même pas un licencié, mais qui est sous-traitant, qui va fabriquer les produits pour le compte du titulaire des droits. Et puis il va fabriquer conformément à son contrat la journée, et puis la nuit ou à d'autres moments, il va continuer à fabriquer et ensuite vendre sur des marchés parallèles. Donc le contrefacteur, ce n'est pas tout le temps un tiers, et ça peut être quelqu'un qui est proche du tiers des droits, et donc ça c'est simplement l'avoir à l'esprit. Ensuite, sur le titre 2, les contrats spéciaux, cession et licence. Donc d'abord sur la cession, pas grand chose à dire, hein, donc simplement si on veut, le titulaire des droits veut céder son titre, il fait un contrat de vente assez classique, hein, somme toute assez classique, donc il n'y a pas grand chose à dire. Ce qui était intéressant là, c'était sur la cession forcée, c'est-à-dire l'expropriation. Il existe un cas d'expropriation pour les besoins de la défense nationale. Donc l'État a toujours un œil sur les brevets ou les certificats d'obtention végétale, comme on l'a vu dans le cours précédent, et donc il peut décider d'exproprier et donc de récupérer le brevet ou le certificat d'obtention végétale, bien sûr en indemnisant le titulaire des droits. Ce qui est plus intéressant ici, et qui en réalité, donc vous l'avez vu, c'est la plus grande partie de cette partie, c'est sur le chapitre 2 sur les licences. Ensuite, d'abord quelques règles générales sur les licences. Donc la licence, c'est comme une location, c'est comme un bail en fait. On permet à quelqu'un d'autre d'utiliser le droit de propriété industrielle moyennant rémunération. Alors ces licences, elles peuvent être exclusives, c'est-à-dire qu'on donne à une seule personne la possibilité d'exploiter le titre, et donc à l'exclusion des autres. A l'inverse, ça peut être une licence simple, donc sans exclusivité, et donc on va dire qu'on peut donner une autorisation à plusieurs personnes d'utiliser le droit de propriété industrielle. Et aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces licences, elles peuvent être intégrées à d'autres contrats plus complexes. Je donne l'exemple des contrats de distribution, du contrat de franchise dont on avait déjà parlé en cours initialement. Dans le contrat de franchise, donc il y a un certain nombre de choses, de communication de savoir-faire,
éventuellement des clauses d'approvisionnement exclusif, mais dans ce contrat complexe, on a une licence de marque. On donne l'autorisation au franchisé d'utiliser la marque. Donc il faut, voilà, mais les cessions, ce sera la même chose. Les cessions et les licences peuvent être intégrées à des contrats plus complexes. Ça, il faut bien le comprendre. Dans les licences, on va toujours retrouver une obligation d'exploiter, parce que ça a des conséquences. On a l'obligation d'exploiter une marque ou un brevet, sinon on risque de perdre son titre. Donc c'est une obligation qui est imposée au titulaire des droits de propriété intellectuelle. Et sauf que si le titulaire des droits de propriété intellectuelle concède à un autre la possibilité d'utiliser son droit, il lui transfère aussi son obligation qui pèse sur ses épaules. Voilà. Ensuite, voilà, je vous laisserai lire le reste. Ce qui est intéressant, les quelques licences imposées. Le principe, bien sûr, c'est que le titulaire d'un droit de propriété industrielle, il est libre d'exploiter comme il l'entend. Son brevet, sa marque, son dessin, son modèle, son indication géographique, même si là c'est un peu différent. Il est libre de conclure ou non un contrat. Mais dans certaines hypothèses, on va l'obliger à contracter. Dans un certain nombre d'hypothèses, en réalité, c'est surtout en droit des brevets, en droit des obtentions végétales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces licences obligatoires ou ces licences d'office, en réalité, elles sont vraiment très rarement mises en œuvre, en fait. Mais le fait qu'elles existent, ça pousse le titulaire des droits à exploiter convenablement, et en tout cas à accorder des licences négociées, des licences volontaires. Donc toutes ces règles-là, même si elles sont très rarement utilisées, elles ont un vrai rôle et en tout cas un rôle très important pour l'économie nationale, pour la bonne exploitation des brevets et pour la bonne innovation, même pour la santé publique. C'est quelque chose de très important. Et en plus, dans ces licences, en fait, c'est le fameux point d'équilibre entre, d'un côté, on a le droit de propriété, notamment du titulaire d'un brevet, et de l'autre côté, un autre intérêt supérieur qui peut exister. Et donc, ces licences obligatoires, c'est notamment les points d'équilibre. C'est un peu la même logique qu'on retrouve avec les exceptions au monopole. On est un peu dans cette même logique. On a plusieurs intérêts divergents, et donc ces licences sont le point d'équilibre. C'est le point d'équilibre. Par exemple, donc licence obligatoire pour défaut d'exploitation. Si le titulaire du brevet n'exploite pas suffisamment son invention, une personne peut demander à ce qu'on lui concède une licence. Parce qu'il y a cette obligation d'exploiter. C'est encore la philosophie du droit des brevets. Si on donne un monopole à un titulaire d'un brevet, c'est pour le récompenser, pour l'innovation apportée à la société. Or, si le brevet n'est pas suffisamment exploité, la société ne bénéficie pas de cette invention. Donc, pour que la société bénéficie tout de suite de l'invention, mais le titulaire de brevet sera rémunéré pour cela, il faut que ce brevet soit exploité. Il faut que l'invention soit exploitée. Si elle n'est pas suffisamment exploitée, il peut y avoir cette licence obligatoire. Licence de dépendance, donc là c'est aussi pour favoriser l'innovation. Si on se rend compte qu'on a un brevet, mais qui est un perfectionnement d'un brevet existant, et en tout cas si pour exploiter ce brevet, cette innovation, on a besoin du brevet existant, on a un brevet qui est dépendant d'un autre, et que si le premier titulaire du brevet refuse d'accorder une licence, on se retrouve bloqué. Donc l'innovation se retrouve bloquée pour le second brevet. Donc c'est dans ce cas, et également, on a ces licences de dépendance. Donc, par exemple, ces licences de dépendance, en réalité, voilà, comme il y a cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus du titulaire du brevet, le titulaire du brevet sera assez prompt à négocier une licence avec quelqu'un qui lui demande. Licence d'office dans l'intérêt de la santé publique. Donc là, c'est dès lors qu'on a des brevets de médicaments, de dispositifs médicaux qui sont à la disposition du public en quantité notamment insuffisante ou alors à des prix qui sont trop élevés, le ministre concerné peut décider de mettre les brevets sous régime de licence d'office. Et donc sous régime de licence d'office, ça veut dire qu'ensuite chaque personne pourra aller demander à se faire octroyer une licence d'exploitation en invoquant le régime de la licence d'office. Donc là, on a un intérêt supérieur qui existe sur celui de la santé publique. Et donc là, typiquement, dans le cas de l'épidémie Covid-19, l'État pourrait, alors je sais pas, j'ai pas vu de l'information passer, mais pourrait recourir à ce dispositif pour dire, il y a pas suffisamment de masques, on imagine des masques qui seraient brevetés, ou peut-être de tels médicaments quantité insuffisante, donc on le met sous le régime de la licence d'office, et donc ensuite n'importe quel industriel pourrait venir en disant, moi je veux utiliser ce brevet.
On a quelque chose de similaire qui est au niveau international, que je trouve très intéressant, qui existe pratiquement pas qui est pratiquement pas mis en œuvre, mais qui est très intéressant sur la licence d'office pour la fabrication de produits pharmaceutiques destinés aux pays connaissant des problèmes de santé publique. C'est quelque chose de très intéressant, c'est très polémique, c'est très politique, mais je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que c'est assez, c'est assez intéressant. Je vous ai mis un lien pour aller plus en profondeur, je m'attarde pas. Et d'autres types de licences d'office, par exemple dans l'économie nationale ou dans l'intérêt de la défense nationale. Là aussi, dans l'intérêt de la défense nationale, eh bien, on peut placer, là l'État en fait c'est pour récupérer, peut s'octroyer à lui-même la possibilité d'exploiter seul un brevet. Donc voilà pour les contrats de la propriété industrielle. Et sur la deuxième partie, sur la quatrième partie, sur l'action et preuve et sanction de la contrefaçon, là